Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes, votre émission bimensuelle de cinéma. J'ai avec moi ma team de choc, Julien, Jérém et Fred. Salut. Bonjour. Voici notre première vraie émission de 2025, une classique composée des critiques des films sortis les 2 premières semaines de janvier, notamment L'amour au présent et La chambre d'à côté de Pedro Almodovar. En deuxième partie de l'émission, Jérém va nous répertorier toutes les suites prévues pour l'année 2025. Toutes. Et je conclurai l'émission avec mon Joker. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, et vous pouvez nous suivre sur Insta, X et TikTok. Comme d'habitude, on commence l'émission par les actus, et je vais commencer avec une actu qui fait chier. Très clairement. Benoît Alman nous a quittés. Et c'était peut-être la voix française de doublage la plus iconique, avec Richard Darbois et Roger Carrel, et ça fait mal. Jean-Louis la chaussette de Noël. Voilà. Morgan Freeman, Également. les Pères Noël, Uncle Benz. c'était lui. Zeus dans le Roi Lion. Zeus dans le royaume. Zeus dans Hercule, c'était lui. Bref, ça... Fred ? Mon actu à moi, c'est beaucoup moins triste, c'est même très réjouissant. Le Comte de Monte Cristo, qui a bien évidemment rencontré un énorme succès en France, ou alors aujourd'hui, actuel, en tout cas, le long métrage a cumulé environ 9 millions d'entrées sur le territoire français. D'autant plus qu'en plus, il est disponible maintenant sur la plateforme MyCanal, et que très bientôt, je crois que c'est déjà en cours en ce moment même, il y a les incontournables qui passent dans tous les cinémas en France, et donc on pense que le film va dépasser les 10 millions d'entrées. Mais l'info aujourd'hui qui fait plaisir, c'est que le film est sorti le 20 décembre aux États-Unis, qu'à la base, il était sorti que dans 4 salles sur tout le territoire. Donc il a commencé par vraiment une première semaine quelque peu tranquille, mais en fait a explosé les records par la suite. Il est passé donc de 4 à 90 salles sur le territoire américain, et désormais le Comte de Monte Cristo se hisse désormais à la 15e place du box-office, avec une recette qui s'élève à 75 millions de dollars. Alors attends, ça c'est le box-office mondial de l'année dernière, considéré pour l'année dernière. Hein. Ok, merci monsieur Chiffre. Donc du coup, oui, c'est même pas le film français le mieux placé de l'année dernière. Parce que ça reste toujours un petit truc en plus, mais en tout cas au niveau mondial, oui, il est à 75 millions, mais c'est considéré sur l'année dernière. D'accord. Alors j'avais demandé à Jérém de sortir du corps de Fred, mais en fait Jérém a décidé de hagra Ouais, Fred. non, il a raison. Bon bref, en tout cas, le film c'est vraiment... Et dans le classement, en tout cas, il marche super bien aux États-Unis, et c'est donc super cool pour l'avenir du cinéma français à l'international. Et petite info chiffre aussi par rapport au Comte de Monte Cristo, il faut savoir que la diffusion télé de Comte de Monte Cristo, qui a été faite sur Canal le 3 janvier, je crois, il me semble, a fait plus de téléspectateurs que le programme de la Une, alors que pourtant, Canal c'est une chaîne privée, mais voilà. Mais c'était pas Gladiators en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Je te laisserai les chiffres pour les prochaines news. Oh t'inquiète, tu peux les prendre. Et ta news, elle concerne des chiffres aussi ? Non, parce que on va repartir un peu dans la tristitude. Je pense que vous le savez, il y a des incendies en cours à Los Angeles, et donc du coup, la ville est assiégée par les flammes depuis le mardi 7 janvier, et l'industrie hollywoodienne est donc forcément impactée. Tout d'abord, le quartier d'Hollywood a dû être évacué le mercredi 8 au soir. Plusieurs célébrités ont vu leur maison brûler. Au niveau des tournages, plusieurs tournages de séries ont été arrêtés dû à la fermeture des studios de cinéma. Les avant-premières de certains films attendus de ce mois-ci, comme Wolfman ou Better Man, ont été également annulés. Et c'est surtout, vu qu'on est en pleine saison des récompenses, c'est là-dessus où plus de choses se passent. Les Critics' Choice Awards, qui devaient avoir lieu le 12 janvier, ont été reportés au 26. La liste des nominations pour les Screen Actors Guild Awards sont juste parues par communiqué au lieu d'une cérémonie classique. Et enfin, les nominations des Oscars, qui auraient dû avoir lieu le 17 janvier, sont repoussées au 19. Aïe. Voilà. C'est très impressionnant les images. Julien ? Vous l'avez vu passer cette info, le fameux remake d'American Psycho par Luca Guadagnino. Non. Avec... Sérieux ? On Non. en a parlé dans les news. Moi, j'en ai parlé dans les news. Ah bon ? Oui, avec Austin Butler dans le rôle titre de Patrick Bateman. Quoi ? Oui, Oui. calmez-vous parce qu'apparemment ce serait une fake news depuis le début. Mais non. Austin Butler n'a jamais signé de contrat, Luca Guadagnino n'a jamais signé de contrat, et Bret Easton Ellis, l'auteur du roman, a révélé qu'il n'a jamais été mis au courant d'une quelconque adaptation. Oh non. Donc, pour l'instant, fake news, point d'interrogation, mystère. Putain, tu m'as intrigué. D'un coup, tu t'as Ouais, brisé c'était tout. très drôle. Ouais, Ça c'est t'a fait un super chaud froid là. Non, mais surtout Cohen, on en a parlé genre dans plein d'émissions. Parce que apparemment au tout début, ça avait été annoncé. Il y a eu remake d'American Psycho par Luca Guadagnino. Ensuite, Jacob Elordi était annoncé. Et ensuite, Austin Butler. Mais mec, quand Et est-ce d'un qu'on... coup d'un seul, on nous avoue que apparemment c'était faux. Je suis d'accord, quand est-ce qu'on en a parlé parce que je Si, me dans souviens- DCP News, je vous jure que j'ai dit Guadagnino reprend je American me- Psycho. Moi je me souviens de Scarface que tu disais, mais En pas tout de- cas, cette info-là, elle date d'il y a 3-4 semaines, je crois. Ça, Ouais, voilà, en tout cas, c'est tombé, ce serait une fake news. ça ne me dit rien. Bah, du coup, nul. Oui. On va enfin transiter vers les critiques de 2025. Nous sommes enfin dans 2025 et nous allons parler des films de 2025.
Il y a des films qui sont sortis le 1er janvier 2025, notamment un. On devait à John Crowley Boy A. Qui a vu Boy A? Pas vu. Par contre, j'ai vu Le Chardonneret, là, son film d'avant. Oui. Donc Boy A, qui est quand même un des films qui a révélé Andrew Garfield. Début 2024, Crowley annonce un nouveau drame romantique avec en tête d'affiche Andrew Garfield et Florence Pugh. Donc ils s'enlacent sur un manège. Sauf que... très mauvaise communication puisque tout le monde a retenu le cheval sur lequel ils sont en train de s'enlacer, cheval qui est devenu un mème, mon mème préféré de 2024. Ah oui, Et je connaissais pas du tout le... t'as pas vu cette image du l'affiche, cheval? ouais. Ah non. Ah, ça a crevé de rire. C'était un beau moment de rigolade quand, en plein milieu de cette scène au cinéma, j'ai vu la tête du cheval. Sauf que derrière, bah, y a quand même un film, tu vois, c'est quand même le premier gros film de 2025, un drame romantique avec une jolie tête d'affiche, un duo. Et qu'est-ce que ça vaut, l'amour au présent? Je suis désolé, mais est-ce qu'on se connaît? Oui, non, c'est moi qui vous ai renversé. Désolée. C'est pas grave. Au fait, je m'appelle Almut. Tobias, je ferais bien d'y aller. Pourquoi? Que ça nous plaise ou non, le temps presse. Où est l'urgence? Parce que ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une possibilité très nette et très réelle que je sois sur le point de tomber amoureux de toi. Une chef promoteur et un jeune divorcé voient leur vie changer à jamais lorsqu'une rencontre fortuite les réunit dans une histoire d'amour profondément émouvante qui s'étend sur une décennie. C'est tellement random. Bah, c'est Comme, ça. comme, hein. comme synopsis, hein. Oui, non, mais c'est random comme. Alors c'est ça, et Comme donc, l'histoire, quoi. quelle est la solution du film pour ne pas être absolument anodin? Et le montage. On va pas se faire passer ça de manière linéaire, on va faire des allers-retours dans le temps et dans le temps. Voilà. Mais surtout, le duo d'acteurs. Voilà. Parce que oui, le film est terriblement classique, mais il est terriblement bien incarné, bien joué. C'est pour ça qu'il est très beau, malgré Ah oui. toute sa simplicité. C'est une véritable beauté de voir Andrew Garfield et Florence Pugh ensemble. Non, je suis d'accord, hein, le film il tire très juste dans ses dialogues et l'incarnation de ses acteurs. Bah voilà, le film repose uniquement sur ça pour moi. Heureusement qu'il a ça. Ah oui, c'est très classique. Bah, s'il a pas ça, il a rien, quoi. Donc, je trouve. Ouais. Mais encore une fois, moi je dis que les dialogues du film sont très bien. Ça, par contre, oui. Contrairement à un autre film dont on parlera après et qui a des thématiques similaires. On verra. Oui, On verra après. Mais ouais, après moi je trouve que ça fait très cache-misère et de temps à autre je trouve le film très pathos. Mais pathos... Lourdingue. Ça m'a rappelé dans une certaine mesure, comment il s'appelait ce film en français? En anglais c'était My Sister's Keepers. Alors là, je sais pas du tout. C'est un film sur, pareil, Royaume-Uni, une fille qui a été née, conçue par sa mère simplement pour qu'elle puisse donner son rein à sa sœur aînée qui est malade. Et le film c'était pleure, 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 pleure. Mais moi, je trouve que le film, il évite de tomber dans cet écueil, justement. petit peu, quand Notamment même. avec sa fin, où il évite de faire tout un final larmoyant, où il va plutôt utiliser des symboliques, et notamment avec la multiplication des scènes de cuisine, en fait, qui te fait Ouais. comme une sorte d'intrigue en parallèle, mais qui permet d'éviter d'avoir ce discours tout le temps, la mort, le cancer, la mort, le cancer. Je trouve que c'est vraiment avant tout l'étude d'un couple, et de comment, justement, l'amour, en fait, est confronté à la maladie. Et je trouve qu'il arrive à éviter ce côté trop pathos. Mm. Après, c'est Andrew Garfield. Andrew Garfield, c'est vraiment un acteur purement dans l'émotion. Genre, ceux qui ont vu Silence, par exemple, il a toujours un côté très larmoyant. Très au bord du gouffre. C'est ça. Mais moi, truc un petit peu bête, quand je suis entré dans la salle de cinéma, j'ai eu les 20 minutes de pub, le film il a commencé, ça parle pas pendant 3-4 minutes, Florence Pugh d'un coup elle parle à des poules, et le film était en français. Et j'ai fait « Ah !» Mais en vrai en français ça passait très bien, le doublage était très bien, Donan Renew toujours très bien en Andrew Garfield, mais du coup j'ai pas vraiment je sais pas comment il délivre en VO le dialogue, parce qu'il y a un dialogue moi qui m'a particulièrement marqué, c'est quand il ramène la pizza, où il s'incruste pour devenir le livreur de pizza, et il y a une forme de déclaration d'amour. J'aime bien le côté un peu personnage imparfait, mais les deux personnages qui sont complètement conscients qu'il y a des façons de se comporter qui sont pas adéquates l'un pour l'autre, et c'est un truc je trouve qu'on n'a pas trop non plus dans les films d'amour. En général c'est tout est parfait, tout est doux, et il y en a un qui fait une faute. Et le film assume bien que les deux personnages, des fois, ils sont complètement à côté de la plaque l'un envers l'autre. Ça rejoint ce que je dis sur les dialogues, sur la façon dont le couple est dépeint, qui sauve le film. Mais ouais, c'est vrai que les dialogues sont, je trouve, excellemment bons et bien interprétés. Là, plusieurs fois, j'étais en mode, oh c'est beau quand même. Certes, le principe même de la scène est connu et reconnu, mais en fait, la façon dont c'est dit et dont c'est joué, pour moi, le film ne repose que sur ça. Et puis c'est l'image finale aussi, moi, qui m'est restée. Encore une fois, c'est l'incarnation, les dialogues, la simplicité. Et une touche d'humour anglais. Moi qui me parle. Genre, c'est toujours de l'humour un peu mignon, tu vois, genre, c'est la
c'est le crayon qui veut pas marcher, c'est le Très timing. drôle, je trouve, cette scène. La Oui, scène de rien l'accouchement ne est fonctionne. hilarante. Moi, je C'est trouve. vrai qu'il y a quand même un accouchement La scène de l'accouchement est hilarante. très je trouve. drôle. C'est très anglais comme humour, mais l'anglais gentil. C'est pas l'anglais Ah, mais tu vois, irrévérencieux. c'est toute cette petite dose qui sont insufflées dans le film qui permettent, je trouve, d'éviter un trop gros film larmoyant. Oui. Là où le film aurait pu largement faire pire en termes. C'est ça. Quand tu vois ces thématiques. Puis après, il a l'avantage de pas être très long non plus, donc de pas tirer en longueur, même si, en plus, il y a un côté un peu... tu te perds dans le temps du film, parce que tu sais pas du tout où tu en es dans l'histoire, vu que tout est très désordonné dans le récit. Tu commences... ils habitent dans une maison de campagne, puis la scène suivante, elle apprend qu'elle a le cancer, puis une scène suivante, tu vois qu'ils ont une enfant, puis une scène suivante, tu vois Andrew Garfield qui note des papiers de divorce, et tu te dis, mais attends, il divorce avec Florence Pugh déjà, genre. Il y a un côté un peu désarçonnant dans le sens où tu sais jamais vraiment où tu en es dans le film, mais quelque part, en général, tu retombes toujours sur tes pieds, et finalement, t'es pas si perdu que ça. Je trouve que ça va avec en fait même le titre du film, l'amour au présent, c'est-à-dire que peu importe qu'on soit dans le passé, dans le futur et qu'on sait pas vraiment où c'est, bah, t'as toujours cette base d'amour qui perdure. Et je trouve que ça fonctionne bien. Alors oui, forcément, cet effet de flashback, flash forward, ça aide la narration parce que sinon ça pourrait être très plat. Mais je trouve que ça permet de magnifier en fait le propos amoureux. Et au final, ça le rythme plutôt bien. Oui, parce que du coup, les moments de bravoure sont assez présents et assez bien placés. C'est pas t'enchaînes des moments larmoyants, puis qui peuvent être larmoyants. Il a des moments de bravoure assez régulièrement et pas de manière un peu classique, j'ai envie de dire. Parce que en fait, j'ai envie de le comparer aux autres films qu'on connaît dans ce style-là, parce que ce qu'il veut faire par rapport à ça, c'est juste, oui, c'est éclater la narration pour essayer d'en faire quelque chose de nouveau. Et donc oui, le moment où il commence à discuter par rapport à est-ce qu'elle doit suivre cette chimiothérapie ou pas, dès le début, ça arrive dans les 15 premières minutes du film, je trouve ça, je dire, ah ouais, dès le début, t'as un côté où il impose le fait que oui, il va y avoir des passages comme ça, mais tu sais pas quand ça va arriver, ça peut tomber à n'importe quel moment. Là, tous les enjeux sont exposés dès le début. Il n'y a pas de nouvelles surprises au bout d'une heure de film, mais par contre, tout est construit de sorte que les moments forts sont disséminés vraiment avec justesse, toujours bien placés en matière de rythme. Et donc le film est très efficace dans les émotions qu'il veut t'emmener. Et finalement, c'est une belle réussite. C'est pas un chef-d'œuvre. Je trouve que... Ah non, mais un film efficace et beau dans son propos. Après, la fin... Moi, on s'y attendait un peu, mais en vrai, là, c'est vrai qu'il aurait pu le faire ça de manière encore plus larmoyante. C'est vrai qu'il utilise beaucoup de symboliques, comme tu disais, et je trouve les symboliques utilisées super simples, mais en même temps super efficaces. Et puis c'est vraiment un film fait maison presque, je trouve. Dans ses effets, il n'y a pas de grands effets de mise en scène, c'est toujours filmé en intérieur. Ça fait vraiment un film que tout le monde aurait pu faire, mais bien mené, bien ficelé. Le seul effet un peu où il essaye de briser un peu les codes du cinéma, c'est le plan où il sépare du coup au niveau de la porte. Oui, il y a ça. Voilà, c'est juste le seul plan où c'est un peu brisé les règles, les lois de la physique et les règles de la physique pour essayer de faire un plan un peu esthétique, il me semble. Mais Donc, sinon, dans le reste, on est quand même dans du chant contre chant et du pur classicisme, mais qui fonctionne. Il y a cette scène de manège, là, quand même, où il y a ces ralentis, la musique. Mais bon, comment rester concentré sur son émotion quand il y a ce cheval ? Ouais, ce putain de cheval. Pas grand-chose de plus à dire, moi, sur ce film. Je l'ai bien aimé, mais je sais pertinemment que ce sera pas un des films qui retiendra mon attention en 2025. Mais c'est déjà une belle entrée en matière dans 2025. Et oui, c'est ça. Quelque chose à rajouter ? Ouais. Si ce n'est les chiffres. Si ce n'est les chiffres, parce que donc du coup, We Live in Time en VO, c'est un budget de 25 millions de dollars pour un box-office mondial actuellement à 32,2 millions, dont 24,7 aux États-Unis. Et pour la première semaine d'exploitation française, donc celle du 1er au 7 janvier, il a fait 153 661 entrées. C'était le deuxième des nouvelles sorties de la semaine, derrière Un ours dans le Jura. On va passer au film suivant que je n'ai pas eu le temps de voir parce que j'étais invité à dîner chez un ami. Mais que moi j'ai vu. Bonjour. Parce que toi, tu ne travaillais pas aujourd'hui. Oui. Donc, ah oui, quand même, le film, qu'est-ce que c'est ? Pedro Almodovar, qui avait déjà vu un film de Pedro Almodovar ici ? Ah merde, putain, je comptais sur vous les gars. Moi c'est mon premier. Essayé. Ah ouais ? J'ai non. essayé. J'avais essayé, je crois, Femme au bord de la crise de nerfs. Je crois que j'étais fatigué quand je l'ai vu, du coup je l'ai arrêté. Mais il me semble pas. Il me semble aussi que c'est mon premier Almodovar. Alors Je connais de nom, hein. La Piel Capito, c'était lui. Ouais, Volver, ce genre de choses, mais j'avoue que je me suis jamais. Ça fait partie de mes lacunes Mais cinématographiques. qu'est-ce que je suis con, j'ai vu son dernier film. Pour te dire à quel point ça m'avait marqué, hein, vu que je l'ai oublié que j'avais vu son dernier film. C'était quoi le dernier C'était film ? Madres Paralelas, Ah mais oui. avec Penelope Cruz. Moi j'avais vu Les Amants Passagers, mais j'ai pas vu La Chambre d'à côté. Hors de question que je subisse une agonie avilissante. Je ne sais pas quoi dire.
J'espère que tu vas dire oui. Oui à quoi? Tu vas avoir besoin d'un avocat. Non, c'est absolument secret. Je vais dormir avec la porte de ma chambre ouverte, et le jour où tu la trouveras fermée, c'est que ce jour-là, ça aura eu lieu. L'histoire est celle d'une mère très imparfaite et d'une fille rancunière séparée par un grand malentendu. Entre les deux, une autre femme, Ingrid, l'amie de la mère, est la dépositaire de leur douleur et de leur amertume. Martha, la mère, est reporter de guerre et Ingrid est une romancière auto-fictionnelle. Madresse Paralela, ça durait pas 2h30, un truc comme ça? Non, du tout. Parce que j'avais souvenir que tout le monde me disait que c'était interminable, alors que celui-là c'est 1h50. Non, je crois que c'était dans les mêmes eaux, Madresse Paralela, ça. Comme d'habitude, il est au Lion d'Or. Il a eu le Lion d'Or à Venise cette année, enfin Oui. en septembre 2024. Bon bref, je ne l'ai pas vu, donc je me tais. Je vous laisse pleinement maître du débat. Non, mais écoutez, moi, c'était mon premier Almodovar et j'ai été agréablement surpris. J'ai adoré La chambre d'à côté. Je sais pas pour vous. Vas-y, Jules. Moi, je trouve que je faisais une petite référence juste avant qui peut vraiment se comparer à L'amour au présent sur ces thématiques parce qu'on parle d'un personnage qui a le cancer justement et du choix que tu fais face au cancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on avait L'amour au présent qui est donc vraiment un film d'acteur, donc pas du tout un film de mise en scène. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on a des choses beaucoup plus intéressantes en termes de mise en scène, en termes de vision cinématographique. Mais je trouve que le film pêche énormément et tombe dans beaucoup d'écueils qui l'empêchent d'atteindre les sommets qu'il souhaite viser. Moi, je trouve pas que les acteurs soient non plus, comme vous avez pu le dire, dans L'amour au présent, mais je trouve que c'est plutôt la manière dont écrit Almodovar les personnages féminins qui sont hyper intéressants. Donc, c'est peut-être ça qui m'a fait plus kiffer dans le film. Peut-être. Voilà, moi c'est ça. Donc si je peux résumer un peu ce que j'ai pensé du film, c'est, je trouve ça très intéressant sur la façon dont il évoque le thème qu'il aborde, mais et franchement je trouve le film visuellement assez beau, mais je crois que je suis passé totalement à côté parce que aucun moment j'ai été accroché au film, quoi. Ok. C'est un film qui prend son temps, qui parle beaucoup, qui est un peu à voir comme. C'est très verbal en fait et c'est très très agréable. Moi j'ai passé un super bon moment parce que moi bizarrement en tant que mise en scène j'ai pas remarqué grand chose. Peut-être parce que moi j'étais tellement pris dans les dialogues entre les deux actrices que moi j'ai eu l'impression plus qu'il y avait beaucoup de gros plans. Moi, je trouve que c'est surtout les jeux de symétrie qui sont faits dans l'image et les jeux de couleurs. Bien sûr, en particulier. bien évidemment. Oui, non, bien sûr. De toute façon, moi je connais pas Almodovar, mais je sais très bien que c'est la couleur, c'est le dialogue entre les tableaux et les personnages. Parce Oui, que mais ça tu c'est le hyper vois. connu. Par exemple, je trouve qu'il y a un plan pour le coup qui est vraiment marquant. C'est quand c'est Julianne Moore, c'est ça l'actrice. J'ai oublié le nom de son personnage. C'est Ingrid. Ingrid, voilà. Ouais. Quand Ingrid quitte la maison de Martha, en fait, Martha, elle a un tableau en fond et avec un vase, il me semble. Et en fait, Oui. la manière dont c'est filmé, à un moment, tu ne sais pas si c'est le tableau qui est dans le fond ou si c'est un vase qui est posé au premier plan. Et ces jeux-là sur les tableaux qu'on retrouve tout le long du film sont vraiment beaux visuellement. Par contre, autant je trouve que le film peut proposer des choses très intéressantes au niveau des dialogues, c'est-à-dire des mini-réflexions philosophiques, ce qui fonctionne puisque ce sont deux femmes qui viennent de milieux culturels assez élevés, elle est reporter de guerre, elle est l'écrivaine. Autant je trouve que certains effets de dialogue, notamment dans la première partie des flashbacks, je trouve que ça sonne faux à un point. Genre tout le flashback avec son ex-mari là, et notamment la scène où la maison prend feu, pour moi c'est extrêmement mal joué. Ouais. C'est très faux. Et pareil, la scène de la salle de sport, je vais être tatillon sur ça, mais en fait, c'est la pire salle de sport que j'ai jamais vue. Genre, non, mais vraiment, en fait, c'est le truc, c'est que t'as l'impression qu'on avait besoin d'une salle de sport. On a pris une salle, on a mis 2 haltères, un ballon qui rebondit, et on a dit c'est la salle de sport. Mais mon ref, t'es déjà rentré dans un Basic Fit? Il n'y a pas une seule machine dans sa salle de sport. Et des fois, t'as des Ah situations. non, parce que c'est réservé aux abonnés. Ouais, non, mais t'as des situations où du coup, ça fait un peu faux. Souvent, je Mais trouve. après, peut-être qu'il délaisse un peu ce qui se passe dans le passé. C'est peut-être juste des informations qui te permettent, toi, d'être plus au présent. Je pense. Mais dans ces cas-là, à quoi ça sert de les montrer, les flashbacks? Oui, mais en tout cas, moi, ce qui m'a fait adorer le film, c'est oui, la relation entre ces deux femmes, qui est un amour vraiment qui a pas vraiment de limite, de frontières, quoi. Ça peut à la fois être un amour de mère à fille ou de fille à mère, comme ça peut être un amour qui ressemble beaucoup à un couple. En fait, c'est tout en même temps, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'on n'a pas il y a pas de vraiment on situait pas l'amour entre les deux. Mais je pense que le cinéma d'Almodovar, ça devrait te parler. J'avais vu Talon Aiguille aussi, qui est chouette. Quand tu me dis Almodovar, la première chose à laquelle je pense, c'est cette déclaration qui disait « Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de personnages féminins si mal écrits, alors que la femme est l'être le plus compréhensible du monde. Almodovar, c'est un mec qui aime profondément la gente féminine, et qui, en tout cas, dans son regard de cinéphile, a l'impression de la comprendre pleinement, et visiblement, tu te retrouves parfaitement dans sa vision
de la femme. Exactement. Mais moi, j'aimerais du coup revenir sur la mise en scène. Moi, j'ai eu l'impression vraiment, je sais pas, peut-être parce que j'étais placé au premier rang de la salle, mais qu'il y avait énormément de gros plans. Les focales écrasent extrêmement la perspective. Tu vois, et Ouais, donc c'était tellement écrasant que du coup je me retrouvais avec ces deux femmes comme si j'étais à table avec elles en fait, tu vois. Et c'est ça que j'adorais, c'est cette proximité avec elles qui m'a fait dire que je rentrais dans les dialogues, quoi. Je viens de penser à un truc du coup, puisque tu dis que ça écrasait vachement les perspectives, mais en effet, parce que du coup, vu qu'il s'attarde beaucoup aussi sur certains moments, notamment dans l'appartement de Martha au tout début à New York, la skyline, du coup, vu qu'il écrase les perspectives, ça fait très tableau. Ah oui, mais dans le fond. c'est très beau à regarder visuellement. Tu vois, enfin, mais du coup, il essaye vraiment de jouer avec ça. Non, j'avais pas fait la réflexion, mais quand t'as dit perspective très écrasée, ça m'a fait repenser à ça. En tout cas, j'y viens. Moi, je pense que ce qui m'a marqué dans le film, c'est toute la perspective de se dire comment un être qui est sur le point de mourir peut graver un peu une partie de lui dans l'espace qu'il occupe. Parce que techniquement, Tilda Swinton a choisi, donc Martha a choisi de partir dans une maison qu'elle a jamais connue, qu'elle loue en fait, où il n'y a aucun souvenir, donc dans l'idée de ne pas écraser les souvenirs qu'elle a pu vivre. Et donc comment elle investit cet espace. Et donc après sa mort, parce que c'est pas un spoil, on sait tous qu'elle va mourir dès le début. Oui, quoi. C'est l'idée, quoi. C'est le concept du film, c'est de voir à quel point un être peut habiter mes différents médiums, genre. Donc il y a la maison en soi, parce que c'est ses derniers instants. Donc il y a tout le délire du transat, où à la toute fin, du coup, la fille de Martha s'allonge sur ce transat comme si elle ressentait un peu la présence de sa mère. Il y a aussi le propos un peu, parce que moi, ce que j'ai adoré, c'est tout le partage entre Ingrid et Martha à propos d'œuvres d'art, comme le roman de James Joyce, Les gens de Dublin. Qui en anglais, en version originale, s'appelle The Death. The Death, voilà. Exactement. C'est pour ça que tu me parlais de James Joyce. Mais oui, mais je vois James Joyce partout en ce moment, donc il faudrait peut-être que je me mette à lire un peu. Mais bref, donc il y a plein de façons de marquer un peu l'espace avant de mourir que je trouvais hyper intéressant. Donc la maison, donc le roman, donc avec ces dernières lignes, les flocons de neige qui du coup clouent le film en fait finalement, parce qu'à la fin c'est ça, c'est des flocons qui atterrissent sur le visage de Michelle et de Ingrid. Je confonds parce que du coup Michelle, la fille de Martha, est jouée aussi par Tilda Swinton. Donc il y a plein de trucs sur l'héritage en fait qui est beau. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as fait attention, mais le transat de Martha est vert, et quelle robe porte Ingrid tout le long du séjour, en fait, à chaque fois qu'ils sont sur ce transat, il est vert aussi. Oui, voilà. Il y a toujours un double renvoi sur la couleur. C'est ça. Mais tu vois, autant je trouve que tu as plein d'idées et que c'est très beau, autant je parlais déjà des petits échecs de dialogue et de flashback, autant c'est des maladresses, ça peut tourner un peu ridicule, c'est pas grave, autant je trouve qu'il y a des maladresses, ça tourne en fait quasiment le propos du film dans un certain cynisme, et qui, je pense, c'est pas ce que veut dire Almodovar, mais il tombe dedans par mégarde. Par exemple, toute la grande scène en fait où donc tu as le départ de Martha, en fait elle est précédée d'un dialogue entre Ingrid et je ne sais plus le nom du personnage qui est joué par John Turturro. Damian, voilà. Okay. Et en fait, tu vois, tu as toute cette réflexion du coup sur la fin de vie qui est très intéressante, mais c'est juxtaposé à un discours écologiste, antinataliste, mais qui est vraiment calé comme ça et de manière très cynique. Et je trouve que quand tu rapproches les deux plans en même temps, ça donne une vision très cynique de la vie, alors que je pense que c'est pas ce que veut faire du tout Almodovar. Et c'est tous ces petites erreurs de dialogue, tu vois, des fois qui te font ressortir du film. Par exemple, t'as la scène aussi avec le policier, qui a pas vraiment de nécessité, vu que le film ne va pas tourner là-dessus, à part sortir un personnage de policier très agaçant, qui est pas du tout utile en plus à la... Non, c'est peut-être pour lui donner un propos sur le droit à mourir en fait par soi-même. C'est juste ça en fait. C'est peut-être apporter ce propos-là et critiquer les autorités qui voient ça comme un crime. Ouais, mais je trouve que la figure du policier ultra manichéenne en fait, genre qui est vraiment totalement... qui est vraiment à traiter Ingrid de criminelle, etc. Je le trouve presque caricatural, et ça dessert le propos de base d'Almodovar. Mais même plus que ça, en fait, il termine son discours en disant quoi, je suis un homme de foi. Un homme de loi, un homme de foi. Donc du coup, en plus, lui, en tant qu'homme de foi, il trouve ça encore plus aberrant, et peut-être c'est pour ça qu'il est autant sur les côtes d'Ingrid, parce que pour lui, ce qu'elle a fait, Martha, c'est pas naturel, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est dommage que ça pousse pas la réflexion et le dialogue que tu peux avoir. En fait, quand j'ai vu cette scène, moi j'ai surtout pensé à Juré numéro 2 de Clint Eastwood, où tu as toute cette question de la justice avec le personnage justement qui est un criminel, et toute la réflexion sur sa part de culpabilité dans la chose en fait. Et ça te met vraiment dans une position où t'arrives pas à trancher en fait, où t'es vraiment dans la compréhension. Et là, je trouve qu'Almodovar, avec cette scène-là, il sort de cette même idée que pouvait développer Eastwood dans son film, et je trouve que ça dessert un peu le film. Et après, le film ne s'oriente pas du tout dans cette voie-là, c'est vraiment
une étape narrative pour dire que la police elle est forcément là dans cette affaire et après on part sur toute autre chose. Mais c'est vrai qu'effectivement c'est des ajouts qui auraient pu être supprimés et on aurait pu totalement garder juste un film avec Julianne Moore et Tilda Swinton. Je pense qu'il aurait fallu se concentrer juste sur l'aspect purement poétique, toute la réflexion philosophique qui s'en dégageait sans avoir besoin de cette narration à coup de flashback, etc. T'enlèves ça, je pense que ça enlève bien 20 minutes au film. Après, le film dure 1h50, ça aurait fait 1h30, et c'est très bien comme ça. Je pense que ça suffisait. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage parce que je trouve que le film, il aurait pu se terminer par un plan magnifique, sauf qu'il continue après. C'est le plan où Michel elle rentre dans la chambre dans laquelle sa mère dormait. Et du coup, il y a un jeu sur l'ombre et je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de terminer ton film là-dessus. Et en fait, non, t'as encore 5-10 minutes après. Après le plan avec la neige et tout est très beau. Oui, aussi. Mais tu vois, quand j'ai vu ce plan, je me suis dit, putain, c'est un beau plan de fin. Parce que la neige, finalement, elle incarne un peu ce dont parle pendant tout le film Martha, tu vois. Et finalement, la neige, c'est un peu Martha. Et ça renvoie avec les jambes du blind. Voilà, donc non, je trouvais que c'était une bonne manière de terminer le film. Mais non, mais je dis pas que la fin est mauvaise. Non, je dis juste que tu aurais aimé terminer par ce plan-là. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs ? Et toi ? Et moi alors les chiffres Ah non, c'est pas moi. Alors du coup, je ne connais pas le budget de ce film, je l'ai pas trouvé. En tout cas, sachez que au box-office mondial, il est à quasi 9 millions de dollars de recettes, dont seulement 321 000 aux États-Unis, mais je crois qu'il a pas beaucoup de salles. 321 000 dollars, je précise, pardon, aux États-Unis. Et pour le premier jour en France, qui était donc le 8 janvier, il a fait 29 326 entrées. C'était le premier des nouvelles sorties du jour. Je suis en train de jouer un jeu dangereux. En même temps que tu faisais tes chiffres, je montrais enfin le mème du cheval à Fred. Je viens de comprendre, ok. J'adore ce mème, mais on a réussi à ne pas interrompre tes chiffres. Mais promis, je ne vais pas interrompre les rattrapages. Et on va faire le premier rattrapage sur un film que seul Fred a vu et qui est sorti ces 2 dernières semaines. Tu as vu Bird d'André Arnold. J'avais déjà vu des films d'André Arnold. J'avais vu American Honey, que j'avais particulièrement bien aimé. Et là, c'était un peu la même expérience. C'est que c'est pas nouveau parce que du coup, on connaît un peu son langage à Arnold. Donc c'est une réalisatrice qui filme un peu l'instant sur le vif, quoi. Ça fait très documentaire. De toute façon, elle a fait des documentaires, André Arnold. Et donc c'est Bird, ça raconte l'histoire d'une jeune londonienne, Bailey, qui habite dans une banlieue désaffectée avec son père qui est joué par Barry Keoghan, qui s'appelle Bug, et ça raconte l'histoire donc de cette gamine qui est un peu perdue, qui vit un peu entre deux réalités, quoi. Une réalité d'un côté avec son père du coup qui est totalement un peu dans la merde, un peu totalement perdu, quoi. Donc c'est hyper drôle comme film, hein. C'est-à-dire que d'un côté vous avez Barry Keoghan qui est un mec totalement tatoué, qui passe son temps à vouloir se faire de la thune, et dans le film son idée c'est qu'il vole un crapaud qui aurait des pouvoirs enfin qui aurait une sorte de salive qui peut produire des effets hallucinogènes, et son délire c'est de prendre ce crapaud, lui faire écouter du Coldplay pour qu'il bave et pour qu'il puisse vendre cette bave comme une drogue pour se faire de la thune. Ok. On dirait mandibule. Voilà, donc non mais c'est assez drôle, elle est entre deux réalités. C'est une réalité où t'as un père qui est totalement dans l'illusion, qui essaie d'être heureux, parce que du coup en fait le film est très autobiographique. C'est-à-dire qu'André Arnold, elle a vécu un peu comme son personnage dans le film. C'est une jeune fille qui est née de parents toxico-alcooliques qui ont leur enfant à 17-18 ans. Et donc vous voyez un peu ce père qui veut juste être heureux avec ce qu'il a, donc c'est assez marrant. Et à côté une autre réalité beaucoup plus dure, donc avec son frère qui traîne avec tous les jeunes de la cité et qui en gros tous ensemble défigurent des obsédés sexuels et des agresseurs. Donc il y a un peu ces deux réalités, une beaucoup plus dure, une beaucoup plus illusoire. Et donc dans tout ça, vous avez le personnage de Bailey qui rencontre Bird, donc une sorte d'ami imaginaire, on ne sait pas s'il existe ou pas. Il arrive à interagir avec des personnages, mais en même temps, il y a du fantastique qui rentre dans le film, donc c'est super cool. Et donc Bailey, voilà, grâce à ce personnage de Bird, réussit un peu à trouver une certaine légèreté à sa vie, quoi. Comme American Honey, c'est super beau, c'est un truc un peu, moi j'aime beaucoup Terrence Malick, donc ça se rapproche beaucoup de ça, c'est prendre des moments sur le vif, prendre des choses qui sont très documentaires du coup, et filmer un peu donc à travers des paysages mais totalement abandonnés, totalement crades, totalement crasseux, essayer de trouver du beau, quoi. Et en fait ce qui est super intéressant dans le film, c'est qu'on a un personnage qui lui-même filme tout ce qu'il voit et qu'il essaye de mettre en scène pour un peu mettre un peu de joie dans sa vie. Donc par exemple vous avez Bailey qui filme tout, donc des oiseaux, tout ce qu'elle peut trouver de beau à travers la mocheté de son quartier, et qu'il projette dans sa chambre, sur son plafond. Donc il y a tout un truc super cool. Maintenant je pense que le seul problème du film, c'est que c'est un film qui veut à la fois faire très ancré dans la réalité et en même temps tourne vers le surnaturel, vers le fantastique, parce que vous avez le personnage de Bird qui du coup peu à peu prend une forme d'oiseau, vraiment oiseau, vraiment, c'est-à-dire physiquement qui prend des ailes,
qui est un truc un peu fantastique. Et du coup, je trouve que Andrea Arnold, elle arrive pas à avoir un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'on passe d'un truc très, très ancré dans la réalité à une fiction très manichéenne où Bird est le gentil super-héros qui vient sauver Bailey. Donc, je sais pas, je trouvais que c'était un mélange qui, moi, me plaisait pas. Mais en tout cas, tout ce que je retiens du film, c'est que la beauté peut habiter les pires endroits reculés tant qu'on y met l'œil d'une jeunesse qui peut encore rêver. C'est beau. Bah ouais, ça donne envie de voir, mec. Ah ouais? Bah ouais. Trop cool. Pas trop. Bon. Ah ok. Non, j'ai vu la bande-annonce, ça m'intéresse pas du tout, pardon. Bon, en tout cas, il a vu la bande-annonce d'un film sorti le même jour et il s'est dit ah ça, faut que j'aille le voir. Le film de Franck Dubosc. Un ours dans le Jura, bah ouais, alors. En vrai, ça me tentait aussi, mais j'ai pas eu le temps. Bah franchement, chapeau. On se dit ouais, Franck Dubosc. Rumba la vie, son premier film. Non, son premier film c'était Tout le monde debout. Son Rumba la vie c'était son deuxième. Autant pour moi. Donc tu te dis ok, tu vois le personnage, tu te dis bon le mec est un peu comique, un peu beauf sur les bords, un peu voilà. Et bah étonnamment, la comédie noire ça lui sied énormément. Vraiment c'est alors bien sûr t'as la référence ultime qui est Fargo des frères Cohen. J'allais dire Miséricorde. Non. Non, mais dans le style qu'il veut amener, je veux Oui. dire, dans ce film-là, je pense que la référence qu'il avait énormément en tête, je pense que c'était Fargo des frères Oui. Cohen, ça atteint pas Fargo des frères Cohen, mais c'est drôle, quoi. Enfin, vraiment, il a casté les personnes qu'il fallait pour chaque rôle. Genre, Benoît Poulvord, il est hilarant, mais comme pas possible. Les interactions qu'il y a entre les personnages fonctionnent super bien. Alors, certes, c'est du classique, c'est une histoire classique de personnes qui tombent un peu par hasard sur du fric auquel ils devraient pas toucher, etc., etc. Mais en fait, il le tourne d'une façon tellement... pas intelligente, mais d'une façon où tu t'y attends pas, où il met beaucoup de noirceur dans ce qu'il montre, même dans ce qu'il montre. Hein. La façon dont il montre les morts, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, pas viscéral, mais aussi frontal. Vraiment, il y a des morts dans le film, tu t'y attends pas et tu fais ah oui, il le montre comme ça en plus. Donc il arrive très bien à manier vraiment. Je dirais la mort comique, un peu comme Scapperton, tu vois. Il y a des morts comiques qui sont vachement intéressantes. Mais voilà, c'est une histoire un peu déjà vue. De toute façon, tu peux pas faire grand-chose avec des histoires comme ça. Franchement, les dialogues, pour moi, je me suis marré tout du long, vraiment. Je m'y attendais pas, hein, vraiment. Ça pouvait être soit la très grosse surprise, soit une énorme dope, ce film. Mais franchement, je pense qu'on peut... Moi, je salue Franck Dubosc d'avoir fait ce film, franchement. Entendu. C'est vrai que la mort, c'est rigolo. C'est vraiment l'épisode de la mort. Oui, c'est bien pour 2025 ça. Et en plus, le film suivant, alors Jérém et Fred, vous l'avez vu, c'est un film qui est sorti il y a déjà quelques semaines, voire mois, mais qui a quand même la mort en nœud quand même, c'est en fanfare. Un nœud, mais qui finalement s'oublie. Ouais, s'oublie très vite. S'oublie très vite parce qu'en fait le film choisit de pas du tout en parler. Oui, ça passe plus sur la relation fraternelle qui commence. L'annonce donc, de la mort de la leucémie du chef d'orchestre, ça permet du coup de lier celui-ci avec son frère, quoi. Mais après tu l'oublies un peu, enfin même si ça revient dans le film. Même si ça revient, c'est pas le truc principal du film. Voilà. Et est-ce que c'est si bien que ça ? Bah écoute, moi je trouve que c'est un film qui se veut pas... Il est conscient de ses limites. En gros, je trouve que c'est pas un film qui va aller trop loin, qui se veut trop cliché, quoi, parce que ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu très clairement être encore plus cliché que c'est ça. ça. Et je trouve que le film s'arrête vraiment parfaitement à ses limites. Et donc ça fait que le film se tient sur la route. Et moi j'ai plutôt bien apprécié. Moi j'ai passé un super bon moment. Pareil, j'ai passé un bon moment. Après, est-ce que ça mérite toutes les louanges que j'en avais entendues avant ? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'était quand même très agréable. Ah mais c'est un film qui marche super bien, quoi. Ah oui, voilà. Non mais je suis content qu'il fonctionne très bien par contre. Hein. Je suis content qu'il fonctionne genre très bien. à chaque fois, du coup, donc moi je travaille dans un cinéma et donc je fais les salles et à chaque fois que je vais dans une salle, chaque séance de En Fanfare, on a des applaudissements. Ah ouais. Et vraiment chaque séance. Non, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Je trouve que les acteurs sont vraiment justes. Et vraiment, je trouve qu'ils arrivent à ne pas être aller trop loin, quoi, aller dans l'excès, parce que ça pourrait être, tu vois, genre une classe ouvrière à côté et une classe beaucoup plus bourgeoise avec le frère chef d'orchestre. Ouais. Je trouve que ça aurait tellement pu être beaucoup plus dichotomique que ça. Et en fait, pas du tout. Et genre vraiment, c'est ça qui m'a fait du bien, quoi. Ouais, et puis la scène finale est assez forte, je trouve. Ouais. Que la scène finale fonctionne très bien, tout en étant pas forcément ultra grandiloquente. Elle fonctionne très bien dans... Par exemple, dans le film, donc vous avez le frère Jimmy, qui lui, du coup, est né du mauvais côté, donc qui a l'oreille absolue, par contre, et qui donc joue dans une fanfare, et donc lui, il rêve d'être chef d'orchestre comme son frère. Donc il passe des tests, etc. Mais bon, ça passe pas, parce que bon, peut pas en quelques mois devenir un grand chef d'orchestre. Alors, le test qui passe, c'est pour devenir un tromboniste. Peut-être, mais en tout cas, voilà, elle arrive pas finalement à atteindre le niveau de son frère, mais c'est pas grave. Je trouve qu'il est réaliste, le film. C'est ça que je veux dire. Oui. Alors qu'on aurait pu tomber un peu dans le pathos, il va réussir, vous inquiétez pas, et non. Mais revenons sur la fin, oui, t'as raison, la fin est super bien. Le jeu de regard entre donc les orchestres, c'est quoi, l'Opéra de Paris, un truc du genre. Oui, bah c'est un orchestre je pense qu'il a monté pour c'est ça.
cette œuvre-là qu'il avait composée. Et donc la fanfare donc, de Jimmy qui se cache dans les gradins, qui se met à jouer avec l'autre frère, c'est hyper mignon, non c'est... Oh, ça spoil. Ouais, un peu. Ouais, un peu, mais en vrai... Non, après, c'est pas non plus... ça va pas te mettre des trucs ultra profonds non plus, mais c'est... Non. Je trouve en plus le début assez cool, parce que certes, c'est des frères qui se découvrent, alors qu'ils sont adultes, et donc du coup, ils ont des réflexions un peu plus approfondies que tu pourrais avoir quand t'es gosse. Et genre, de voir d'un seul coup, ah ouais, t'es passionné par la musique et tout, tu vois, ils se font écouter des disques et tout. Enfin, je trouve ça super intéressant. T'as l'impression qu'avant d'avoir une relation fraternelle, ils ont un peu une relation de pote. Ouais. C'est qui le réal? Emmanuel Courcourol. Okay, parce que ça fait pourquoi la manière dont vous le présentez, ça fait très film de clapiche, je trouve. Je sais pas si oui. c'est le cas, mais dans la manière dont tu le racontes. J'ai une lacune, j'ai jamais vu de film. Non plus. Ok. Ah si, j'ai vu l'auberge. Non, je dis de la merde, j'ai vu l'auberge espagnole. Mais en tout cas, voilà, le point important, je trouve, c'est un film qui en fait pas trop. C'est un film qui reste juste, et ça, franchement, bravo. Parce que ça aurait pu tellement être aller vraiment dans le cliché, en fait. C'est ça. Et ça, bravo. Eh ben, dis donc, Un ours dans le Jura, ça aurait pu être une très mauvaise comédie pastiche des Coen, c'est très bien. En fanfare, ça aurait pu être extrêmement cliché et pathos, c'est très bien. Mégalopolis aurait pu être un grand film. Ta gueule. C'est dommage. Et donc, souvenez-vous, il y a de ça peut-être 4 ou 5 épisodes, nous avions dans nos invités Stella, qui avait parlé d'un festival dans lequel elle avait pu voir Planète B avec Adèle Exarchopoulos que Jérém a pu rattraper depuis. Enfin, rattraper, je l'ai vu quand il est sorti en salle, quoi. Il l'a donc vu, il l'a donc rattrapé. Et qu'est-ce que ça vaut? Et bah, je vais vous renvoyer vers la critique de Stella parce que je pense quasiment la même chose. Ah. Donc, parce que pour moi, je me suis emmerdé comme pas possible devant ce film. C'est vraiment, j'ai regardé ma montre bien toutes les 10 minutes. C'était assez affligeant à tel point. Alors, ce n'est pas une immonde daube, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait dire c'est long, c'est pas utile, ça sert à rien. Mais pourquoi le film est long? Pourquoi le film est long comme ça? Il dure quasi 2 heures. Oh, et c'est de la SF française en plus. C'est de la SF française, c'est pour ça que je voulais le voir pour le soutenir, etc. Mais quand je vois ça, je fais non, pas ça. Ça a du mal la SF en France. Ouh, cinéma français, pas ça, pas maintenant. On m'a dit que c'était un film qui suçait beaucoup Bertrand Bonello, mais qui arrivait jamais à sa hauteur. Je connais pas le cinéma de Bertrand Bonello. D'ailleurs, Bertrand Bonello fait la musique de ce film. Ah, voilà. Donc peut-être pour ça aussi. Tous les persos secondaires qui sont dans la prison virtuelle du coup de Planète B, ils sont insupportables. Vraiment, c'est des performances d'acteurs j'allais dire les plus éclatées, n'allons pas, j'ai pas envie d'avoir des termes trop forts, mais putain, les performances d'acteurs sont pas bien, quoi. Et vraiment, ce qui m'a énervé le plus, je pense, c'est la fin du film, et il commence à se poser plein de questions par rapport à, du coup, ce qui s'est passé sur la fin, et j'étais en mode, mais film, c'est ce à quoi tu devais répondre. T'as pas à les poser à la fin du film, c'est ce à quoi tu devais répondre, t'as répondu à rien de tout ce que tu proposes dans ton film, enfin, à toutes les questions que tu poses à la fin de ton film, alors que c'est sur ça que t'aurais dû te concentrer. Donc voilà, c'est une méga déception, et je ne conseille absolument pas de le voir. Oh, c'est un grand mot. Comme Mégalopolis. Mais oh Pardon. C'est bon, là, 2024, c'est fini. Concentrons-nous sur les merveilleux films qui vont arriver en 2025. Genre, monsieur, Avatar 3. Oh. Alors bien sûr, ça va être évoqué. Ok, et ben ainsi se termine la première partie de l'émission. On va poursuivre dans la deuxième, qui est donc composée des chiffres de Jérém et de mon Joker. Nous sommes début 2025, et un autre jour s'ouvre sur l'année et les films. Elle est très nulle, mon intro. Ouais, je sais pas ce que t'as voulu faire. En même temps, c'est tes chiffres à toi, hein. C'est toi qui dois faire ta chronique. C'est vrai, mais bon, alors pour cette première émission classique de l'année, j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir en 2025 afin que vous ayez une vision de ce qui va sortir cette année au cinéma. Donc, comme l'année dernière, je vais vous parler des suites qui vont sortir cette année. Alors, vu que l'année dernière, on m'était tombé dessus puisque j'avais parlé de préquels et de certains films qui n'étaient pas proprement parlé des suites directes, cette année, je vais faire ce que je veux et je vais vous parler des suites directes, certes, mais parfois aussi de soft reboot, etc., etc. Ok. On va faire ça dans l'ordre de croissance, c'est-à-dire que je vais tout d'abord vous parler des deuxièmes volets, puis des troisièmes volets, et ainsi de suite. On va donc voir les différents films annoncés et discuter un peu si des projets vous tentent, donc n'hésitez pas à intervenir, messieurs. Précision avant toute chose, je ne fais qu'avec les sorties qui ont été annoncées, et les dates de sortie françaises que je vais donner sont sujettes à modification, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, les deuxièmes volets qui sortent cette année, on va faire ça dans l'ordre chronologique à chaque fois, en partant de janvier pour aller jusqu'en décembre.
Donc mercredi dernier, le 8 janvier, est sorti le deuxième volet de Criminal Squad, sorti en 2018, Criminal Squad Pantera avec Gerard Butler, et c'est bien le seul deuxième volet qui sort en ce début d'année, car il faut directement passer en juin pour trouver un autre deuxième volet notable avec Megan 2.0, suite du succès surprise de fin 2022 avec la poupée boostée à l'intelligence artificielle, avec toujours la même équipe derrière la caméra, et ça sort le 25 juin. Nous sommes circonspects. Qu'est-ce donc que ces films ? Enfin, Megan, ça me dit vaguement. C'est le truc de la poupée, là. C'est ça, Ouais, qui a la été poupée fait qui par... danse sur du... Voilà. Mais C'était quelle musique Je sais plus c'était quelle musique, mais en tout cas, il y avait une danse TikTok qui était devenue virale, ouais. C'est quoi Criminal Squad? Alors, c'est un film d'action avec Gerard Butler, voilà. Et il y a la suite qui est sortie mercredi dernier. c'est quoi un film d'action avec Gerard Butler ? Bah... T'as déjà vu un film d'action avec Jason Statham ? Oui. Bah, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est peut-être moins bien. Ok. Il n'y a pas de requin. Il y a, Il n'y a pas de requin. il y a d'autres numéro 2. Alors oui, puisque un mois plus tard, le 30 juillet, sortira la suite du film d'animation Les Bad Guys, provenant de chez DreamWorks Animation. Ça me fait plaisir. Et on va voir si le titre est toujours juste, vu la fin du premier, parce que Les Bad Guys, à la fin du premier, bon bah... Non mais... Et à savoir que j'ai vu ça en faisant des recherches, c'est le premier film DreamWorks dont il y a une partie de l'animation qui a été assurée par Sony Pictures Framework, donc ceux qui travaillent sur Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc assisterons-nous à une Spider-Verisation du cinéma d'animation? En tout cas chez DreamWorks. Un peu. Ouais, même dans tout le cinéma d'animation, non, j'ai un peu l'impression que depuis qu'il y Voilà, a Spider-Man... Bah, en vrai, Pixar et Disney sont restés assez classiques dans leur méthode. C'est DreamWorks qui est en train de se métamorphoser un petit peu. Non, mais tu vois plein de films d'animation qui arrivent et tu vois qui copient, pas qui copient, mais qui prennent un peu l'idée de jouer sur de la 2D, de la 3D, sur plein de textures, sur C'est vrai. du 10 images par seconde et enfin tu vois, qui font plein de trucs hyper cool. Donc on va voir peut-être que les prochaines années verront la Spider-Verisation du cinéma d'animation. Et en août, on aura le droit à 2 deuxièmes volets. Donc le premier le 6 août avec Freakier Friday, suite de Freaky Friday avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis qui reprennent leur rôle. Je crois que c'est un film Disney à la base. Et la deuxième suite, du coup, le deuxième volet sortant en août, c'est la semaine d'après, le 13 août, avec Nobody 2, la suite du sous John Wick Nobody avec Bob Odenkirk. En plus de ce dernier, on trouvera Connie Nielsen et Christopher Lloyd qui étaient déjà dans le premier, et Sharon Stone se rajoute au casting. C'était pas nécessaire d'en faire un 2. J'ai même pas vu le premier. Pourtant, j'adore Bob C'était Odenkirk. pas forcément nécessaire de faire Nobody. Je confirme. Quelques deuxièmes volets sortent en octobre, car le 15 octobre sort The Black Phone 2, suite du film d'horreur avec Ethan Hawke, qui est toujours réalisé par Scott Derrickson. Le premier était plutôt bon, donc on peut espérer une bonne suite pour ce film-là. Et le 22 octobre sortira 2 suites qui seront en combat. Et oui, car Mortal Kombat 2 sortira ce jour-là. Je crois que personne ne l'a demandé, car le premier était sorti en plein Covid, mais elle sera là. Parce qu'ils avaient refait Mortal Kombat aussi. Et oui. Je ne savais pas. Bah en fait c'est sorti en plein Covid, donc je crois qu'il avait sorti directement sur... du coup c'était Max à l'époque. Et, Après, avait-on besoin d'un film Mortal Kombat? Et donc peut-être ça sera déjà l'ultime fatality de cette nouvelle saga de l'adaptation vidéoludique. Et en face se trouvera un des films français les plus attendus de l'année, malgré la déception qui a pu être le premier volet pour certains. Car... j'allais dire le Comte de Monte Cristo 2. Et bah non, car Kaamelott deuxième volet partie 1 sortira également le 22 octobre. J'espère juste que la barre se relèvera un peu après le pétard mouillé qui était le premier. Alors en vrai, je suis très surpris de voir aucune suite de films sortis 20 ans auparavant arriver, parce que des trucs à la Top Gun 2, à la Gladiator 2, il n'y en a pas cette année en tout cas d'annoncé. Je continue les deuxièmes volets. Alors le mois d'après, encore 2 deuxièmes volets se font concurrence le 26 novembre. D'un côté, la suite d'un des gros succès de l'animation Disney des années 2010 avec Zootopia 2, et de l'autre, la suite d'un film en 2 parties, donc Wicked for Good, gros succès de l'année 2024. On verra si cette deuxième partie fera aussi bien. Et enfin, en décembre, pour parachever l'année, une autre suite que personne n'avait demandé, je pense, tellement le premier film était éclaté au sol. On aura le droit à Five Nights at Freddy's 2 qui sortira le 3 décembre. Oh non! On est d'accord, c'était pas Passe nécessaire. ça, cinéma, passe ça. Pas maintenant, pas après cette année 2024. On est d'accord, c'était nul le premier. C'est nul. On est d'accord. Bon. Voilà, donc on a fini avec les deuxièmes volets, on passe aux troisième volets qui vont sortir cette année. Pour commencer, on va évoquer un film que j'ai déjà évoqué l'année dernière, Paddington au Pérou, qui sortira le 5 février. Les 2 premiers ont été plutôt bien appréciés par la critique, donc à voir si ce succès se confirme. Ensuite, passons directement au 18 juin pour évoquer un des films les plus attendus de l'année, en tout cas parmi les membres de DCP, 28 ans plus tard, avec le duo Danny Boyle et Alex Garland de retour respectivement à la réal et à l'écriture, et avec un beau casting, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer, et peut-être un retour de Cillian Murphy. Je pense que le secret sera gardé jusqu'au bout. Ralph comment? Ralph Fiennes. Ok. Mais c'est marrant, vous disiez qu'Aaron Taylor-Johnson, il a aucun charisme. Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça. J'ai pas, par contre, ça veut pas, j'ai rien dit pour 28 ans plus tard pour l'instant. Oui. Nous verrons. Il peut avoir aucun charisme et avoir une carrière. Passons de 28 ans plus tard à 3 mois plus tard, car le 10 septembre sortira et le 3ème film Downton Abbey, provenant de la série éponyme d'ITV.
Le 8 octobre sortira Tron Ares, troisième volet de la saga Tron, débuté en 82 avec le film éponyme, et 15 ans après Tron l'héritage. Ça, c'est le truc qu'on n'avait pas demandé. Le film est donc réalisé par je sais pas comment on dit, Joachim Ronning, l'un des deux réalisateurs derrière Pirates des Caraïbes 5 et Bandidas, et en solo, il a réalisé Maléfique 2. Oh mon dieu. Voilà, pour te dire le niveau. À la musique, Nine Inch Nails succède à Daft Punk. Et niveau casting, c'est pas mal car on annonce Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson, Evan Peters, Jared Leto, Greta Lee et bien sûr le retour de Jeff Bridges. Nine Inch Nails, en vrai, à la musique, bien vu. Le 12 novembre, encore une suite que je crois personne n'avait demandé, avec la présence d'Insaisissable 3, ou Ta gueule c'est magique le film. C'est un peu ça le film. Bon, j'ai pas vu en fait. Bah voilà. Donc pour cet opus, Ruben Fleischer prend la réalisation, donc c'est le réalisateur de Venom premier du nom et des deux films Zombieland, ou encore d'Uncharted. Donc voilà. Mais moi c'est un gars que j'aime bien. Donc potentiellement, niveau action, dynamisme, tout ça, ça peut être bon. Il a le sens du rythme. C'est des films, genre tu te dis, c'est nul, mais en même temps, je m'ennuie pas devant. Et donc pour le casting, les têtes d'affiche des deux premiers volets reviennent. Donc on aura Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Mark Ruffalo, Dave Franco, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe. Et on rajoute Ariana Greenblatt, Justin Smith et Rosamund Pike. Donc beau casting en vrai. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et finissons avec un film, si ce n'est le film le plus attendu de l'année. Oui. Avatar 3, Avatar Fire and Ash. Oui. C'est comme le 2, mais cette fois c'est avec le feu. Oui. Et là ils vont être virés, ils vont aller dans la terre des feux. Et après ce sera le vent. Oh, et après oui, la tête de Owen est magistrale. Enfin magnifique, pardon. Vous pouvez arrêter de vous foutre de la gueule de ce qui sera sans doute le meilleur film de l'année. Donc ça sortira le 17 décembre si tout va bien. Parce que on n'est pas à l'abri de... S'il te plaît, James. Pas 2 fois d'affilée. Il est relou de sortir les films toujours en fin d'année. Pas 2 fois d'affilée, s'il te plaît, James. Va-t-il atteindre encore une fois les 2 milliards? Où on ne peut que spéculer, mais je le vois bien y parvenir. Va-t-il encore nous décevoir? C'est ce que la plupart des spectateurs iront voir. Étonnamment, vous allez voir qu'il y a pas mal de 4e volets cette année. Le 12 février sortiront 2 4e volets. D'une part, le 4e film Captain America Brave New World. Mais bon, ça doit bien être le 35e film Marvel, donc... Et puis, il faut dire que c'est le retour d'un film tous les 3-4 mois chez Marvel, donc potentiellement la chute. Ouais, mais là, justement, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu un au cinéma. Et moi, ça me tente bien, bizarrement. Quelque part, par curiosité. Ouais. Ça veut se donner un côté thriller politique un peu... Je pense que c'est la bande-annonce qui joue. En fait, moi, je regarde la bande-annonce, je suis en mode waouh, pourquoi pas. Et puis, il y a Hulk rouge qui débarque. Après, c'est vraiment genre le Marvel polar pour les spectateurs de Marvel qui genre, regardent jamais de polar dans leur vie, tu vois. Après, le Captain America 2 se voulait déjà un peu comme un thriller politique. Hein. Ouais. Et il était sympa, moi j'ai bien aimé le 2, non? C'est marrant parce que le découpage est dégueulasse, pourtant j'aime bien le film. Ouais. Donc voilà, on va voir potentiellement la chute de l'Empire Marvel s'effectuera en 2025. Hein, Souris en Scorsese. Voilà, parce que là, ils vont refaire un film tous les 3-4 mois. Et d'autre part, le 4e volet de la saga Bridget Jones, avec Bridget Jones folle de lui, avec toujours Renée Zellweger dans le rôle titre, mais aussi Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Chiwetel Ejiofor, Jim Broadbent, Isla Fisher, ou encore Léo Woodall. Ça s'annonce comme le dernier. Hein. Ah non mais c'est bon, merde, laissez-la tranquille quoi. Non mais c'est vrai. Je sais pas, j'en ai pas vu un seul. Ah ok, moi j'adore les 2 premiers, mais après... T'as vu le 3 du coup ou pas? Non, j'ai eu la flemme. On dira pas le voir le 4. Il n'y a plus de pot de glace à manger devant. Ouais, non, mais c'est bon quoi. Ensuite, le 19 mars, un film qu'on attend tous, j'espère, messieurs, le 4e volet d'une saga française, Les Baudins partent en vrille. Hein? Tu connais les Baudins quand même. Quoi? Les Baudins. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, après la Thaïlande, direction le Maroc pour le duo qui avait fait 1,6 million d'entrées avec le volet précédent. Mais de quoi vous parlez? Fred, il est en train de se marrer comme pas possible. Tu connais pas les Baudins? Moi, je connaissais pas ce truc, tu vois. Un jour on monte ça, c'est vraiment juste une famille de campagnards de bouseux quoi, genre de bouseux, ouais. Mais oui, la mère avec le petit foulard, la dent qui dépasse et le mec avec les lunettes hyper beauf. C'est les Baudins. Et c'est un grand succès en France, hein, on rigole mais peut-être pas à Paris, mais en tout cas le dernier film a fait 1,6 million d'entrées quand même. C'est ce truc. Voilà, on l'attend tous, non? Ouais, je l'attends. J'attends à fond. Il y a une autre grande saga française qui arrive en... T'inquiète, ça arrive. Ah, ok, elle arrive. Ça arrive. Passons ensuite en juillet, où le 2 juillet sortira le 4e film de la saga Jurassic World et le 7e de la saga Jurassic Park. Jurassic World Rebirth, réalisé par Gareth Edwards et avec Mahershala Ali et Scarlett Johansson. Vraiment, j'aimerais trop être dans les salles de réunion pour les titres, genre Rebirth, Rewind, Return. Je trouve que les meilleurs c'était pour Resident Evil. Ah oui, bah alors là, il y en a eu. Hein. Extinction, Afterlife.
Donc avec Edwards à la réalisation, on peut s'attendre à du grand spectacle. Lui qui maîtrise très bien le rapport d'échelle, ça pourrait vraiment donner quelque chose de très intéressant. Là, c'est encourageant. Il a fait quoi d'ailleurs le réal? The Creator, donc qu'on avait parlé au tout début des DCP, première émission de DCP. Rogue One, A Star Wars Story, le Godzilla de 2014. Ah bah trop bien, ok. Non, super cool. 2 semaines plus tard, le 16 juillet, un soft reboot type Halloween 2018 sortira pour en faire le 4e volet de la saga Souviens-toi l'été dernier, réalisé par une des scénaristes de Thor Love and Thunder et la réalisatrice de Si tu me venges, paru sur Netflix. Nous soufflons. Et avec donc des figures de la saga que sont Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. et avec des nouvelles têtes d'affiche, notamment Madeleine Klein, que les utilisateurs réguliers de Netflix connaissent bien, car elle tient l'un des rôles titres de la série Outer Banks et a eu un rôle dans le 2e film à couteau tiré. Alors c'est marrant parce que les figures de Scream, ça parle à pas mal de gens. Mais les figures de Souviens-toi l'été dernier, je crois que personne au monde n'en a rien à Parce foutre. que moi, tu me dis Jennifer Love Hewitt, je pense à Ghost Whisperer là. Ghost Whisperer. Ghost Whisperer, Moi je ouais, pense j'ai mon à accent, rien. Je connais pas. Si, elle a joué dans Garfield le film, le mec, attends. Ah ouais, Garfield, oui, c'est bah, elle, oui, Garfield. oui. Qu'est-ce qu'il est moche Garfield dans le film. Vraiment genre la 3D dégueulasse. Il est Traumatisé. doublé par Koei. La moitié du film. Oui, parce qu'il s'est barré en plein milieu du doublage. Oh, j'adore. J'adore les petites anecdotes comme ça. Début août, le 6, un nouveau volet et peut-être bien un peu soft reboot également de Y a-t-il un flic avec Liam Neeson, qui incarnera le fils de Frank Drebin, incarné par Leslie Nielsen. Il y a aussi également Pamela Anderson, Paul Waterhauser ou Danny Houston au casting. Alors je souffle déjà en voyant le titre et après Liam Neeson et je me dis ah ouais. Du coup ça m'intrigue. Donc pas de zaz à l'horizon car aucun membre du trio n'est rattaché au projet et c'est Akiva Schaffer qui se charge de la réalisation. Pour vous donner un peu le CV, il a beaucoup réalisé pour le Saturday Night Live et son dernier fait d'armes c'est le film Tic et Tac sorti sur Disney+. Qui apparemment était pas si mauvais que ça. Je l'ai vu, j'en ai pas trop de souvenirs, j'avoue que... Ah. Et finissons les 4e volets avec le 10 septembre, le 4e volet de la saga Conjuring avec Conjuring Last Rites, sans doute le dernier, sans le retour de James Wan à la réalisation, mais toujours Michael Chavez qui avait donc réalisé le 3e volet, qui était sans doute le moins brillant de ses films sur les Warren. Je souffle aussi. Passons au 5e volet, parce que j'en ai trouvé qu'un seul, et quel 5e volet? Non. Le seul 5e volet que j'ai trouvé n'est pas des moindres, car il s'agit des Tuches 5, God Save the Tuche, Fa dièse. qui sortira le 5 février. Il y a Donc, vraiment avec les tuches, genre c'est super cool. Jérém a osé me dire que ça l'intrigue. Bah oui, Parce moi que c'est- aussi. parce Merci. que- Oh, Parce putain, que qui merci. c'est qui réalise? Parce que c'est Jean-Paul Rouve qui C'est réalise. Jean-Paul Rouve qui réalise. Bah oui, donc pourquoi pas. Non mais les gars, arrêtez 2 secondes. Putain. Donc après Monaco, les États-Unis, Jeff Tuche président et les Tuches qui sauvent une entreprise place à l'Angleterre. Et Esbof, très probablement, irons-nous le voir? Probablement pas. Non. Non, jamais de la vie, mec. Arrêtez, bon sang. Jérém, il a hésité à acheter le DVD, la trilogie. Ouais, non, là non, faut pas abuser. Non, mais Pas parce que je me possible. suis dit, le 5 m'intrigue un peu, donc peut-être je vais voir ceux d'avant, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Oh ouais, il est atterré, tu vois. Rappelez-vous vos promesses pour cette année. Non, Il y mais a plus de films pas français, pas américains. Vous avez déjà vu un film Tuche, les gars? Non. Juste le premier Justement. quand j'étais petit. Bah, Ouais, moi, le premier j'en ai- aussi. Moi, j'en ai vu un. J'ai Owen, vu t'as le l'air 3. atterré quand on dit ça, quoi. J'ai vu le 3 au ciné, les gars. Plus jamais ça. Mec, c'est un trésor national. Plus jamais ça. Waouh. Pourquoi Faut j'ai- arrêter. Jeff Tuche, il fait un mauvais président. Pourquoi voir Monte Cristo ou les Trois Mousquetaires quand tu peux voir les Tuches 5 Bah God ouais. Save the Queen? Oh, je suis atterré, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. Genre, laissez ce truc pourrir dans un coin. Et donc ensuite pêle-mêle pour les sagas qui sortiront plus qu'un 5e volet ou qui n'ont pas de date de sortie française et que donc potentiellement ces films ne sortiront pas en 2025. Le 14 mai sortira Destination Finale Bloodlines, 6e volet de la saga trop bien. où les morts sont toujours super improbables et réalisé par le duo responsable du téléfilm live action de Kim Possible. Mais pourquoi t'aimes pas Owen? Qu'est-ce qui se passe là? C'est génial. Alors, on va être tout à fait honnête sur Destination Finale. Le 1 et le 3 sont réalisés par James Wong, le gars qui a fait Dragon Ball Evolution. Le 2 et 4 sont faits par un mec, j'ai oublié son nom et il est mort. Et Attends, j'ai une sensation de déjà vu, je crois que tu as dit exactement les mêmes choses avec les mêmes mots dans une émission. ah merde. Et le 5, c'est de la merde. Mais le 1 et 3, c'est des immondices dégueulasses. Mais c'est Par génial. contre, le 2 et le 4 sont des nanars pleinement assumés. Ce sont les seules destinations finales que j'aime bien. Et c'est un peu con, mais le seul réalisateur du coup qui a fait les seules destinations finales que j'aime bien, mais il est mort. Et là, ce sera qui à la réal, t'as dit? J'ai pas noté les noms, mais c'est le duo responsable du téléfilm live action de Kim Possible. Qui Bon. s'est fait défoncer. Hein. Bon,
Ouais, non, ça n'annonce rien de bien. J'ai peur là de cette année. On disait que l'année 2024 était géniale. En tout cas, au niveau des suites, il y a quand même des films originaux qui vont sortir, on va espérer qu'ils seront mieux. Ouais, on va croiser les doigts. Hein. Le 28 mai, Karate Kids Legend sortira, 6ème volet de la saga d'arts martiaux, donc crossover entre les différentes itérations, notamment la trilogie originale et le film de 2010. Le 5 novembre, 6ème volet pour une créature incontournable du cinéma Predator Badlands, après le coup d'éclat Prey, Dan Trachtenberg passe de la plateforme au cinéma pour la prochaine apparition du Predator. Seule chose que l'on sait, c'est qu'Elle Fanning est au casting. T'en penses quoi, Julien ? Il n'y avait pas besoin de plusieurs Predators, le premier suffit. Hein. John McTiernan. Hein. Le 21 mai sortira le 8ème et normalement dernier volet, du moins avec Tom Cruise, de la saga Mission Impossible, potentiellement et potentiellement sera l'un des films les plus chers du cinéma, avec Mission Impossible The Final Reckoning. On verra bien ce que la saga nous réserve comme séquence spectaculaire pour faire suite aux différentes séquences clés des derniers films. Reparlons d'un film dont j'avais évoqué l'existence l'année dernière, mais qui s'est fait voir repousser d'1 an. Le 11e volet de la saga Saw devrait donc bien sortir cette année, le 1er octobre, toujours réalisé par Kevin Greutert, figure historique de la saga et réalisateur des 6e, 7e et 10e volets. Alors, je trouve que le 6 et 7, pareil, c'est des nanars pleinement assumés, et du coup, c'est assez fun. Mais le 10, on en a parlé dans DCP. DCP. Non, on en a parlé dans DCP, on l'avait pas mal défoncé à l'époque. Et pour l'avoir revu, oui, parce que je l'ai revu, c'est nul. Ouais, Moi, je l'avais pas autant défoncé, je crois. J'ai juste dit que attends, c'est le gentil gars, quoi. Sans date de sortie française, The Accountant 2 ou Monsieur Wolf 2 en VF avec Ben Affleck suite au film sorti en 2016. Réévoquons Gérard Butler qui est dans la suite prévue pour cette année sans date de sortie officielle avec Greenland Migration, suite du film catastrophe Greenland le dernier refuge que personnellement j'avais plutôt bien apprécié. Christophe Gans sera de nouveau de retour dans les salles cette année normalement et pas avec n'importe quel projet parce que Return to Silent Hill, 3ème volet de la saga au cinéma. Ah putain, j'étais pas au courant de ça. Normalement c'est censé sortir cette année. Ah génial. La Main 2 ou Talk to Me en VO suite du film d'horreur La Main sorti en 2023 qui a fait parler de lui et qui est également censé avoir sa suite sortir cette année. Il était plutôt pas mal le premier. Donc, ouais, génial, ouais. Voilà. The Strangers Chapter 2 ou Les Intrus chapitre 2 suite de la nouvelle itération de la saga The Strangers par Rémi Harlin sortira cette année sans date officielle pour l'instant. Il existe encore dans le monde du cinéma Rémi Harlin. Et oui. Et enfin terminons par le Man. Michael Mann, car il y aurait potentiellement une sortie de Hit 2 cette année, mais comme le film est toujours considéré comme en pré-production, une sortie en 2026 est sans doute plus prudente à miser, mais on ne sait jamais. Parce que d'ailleurs on fête ses 30 ans en fait au film cette année, c'est pour ça. Ah ouais. En tout cas, du moment qu'on n'est pas autant léthargique que devant Ferrari, ça devrait aller. Je sens que Hit 2 va arriver avant Avatar 3. Non, Avatar 3 il est dans sa post-production, Hit 2 il est toujours considéré en étant en pré-prod. Donc, on parie peut-être. Voilà, donc avec tout ça, vous avez une vision assez globale du paysage des sorties des suites de cette année. Et bonne année 2025 au cinéma, on espère. Merci. Merci. Mais j'avoue que ça ne me fait point... Ça me fait peur, ça me fait... Ouais. Bon, il y aura plein d'autres films originaux, comme disait Jérém. Merci. Dans les films originaux, il y a quand même des films de... Je sais pas, cette année, il y a qui sort un film? Il y a Yorgos Lanthimos qui va sortir son film annuel, je pense. Je crois, à la fin de l'année. Enfin, il y a Et Dupieux. Non, je rigole, on en parle, pardon. Oh, j'en sais rien. Pardon. Désolé, je... Allez, c'est l'heure de mon joker. Et quel est ton joker? Alors, vous vous souvenez, en début d'émission, en tout début de cette émission, j'ai évoqué le décès d'un homme qui m'est très cher, en tout cas, Benoît Alman. Je sais pas si vous avez eu cette phase-là, mais genre, vous avez forcément eu ce passage de avide avec le doublage français, où vous avez commencé à devenir un cinéphile en mode moi je regarde plus de films en VF. Et du coup, vous avez commencé un peu à renier... Moi, j'ai toujours regardé des films en VO, depuis mon enfance, même les Disney. Oh, quel puriste. Oh. Non, Bon. je rigole. En tout cas, ouais, il y a eu cette période un peu où tu renies le doublage français. Et avec le temps, tu vois, tu reconnais certains noms du doublage français, tu commences à apprécier, tu vois, ces gens-là. Te dire, ah, c'est vrai que Jean Piat, c'est quand même pas mal, Roger Carrel, Benoît Alman en faisait partie. Aujourd'hui, on a quand même des doubleurs comme Donald Renew qui mettent très en avant sur les réseaux sociaux l'importance du doublage français. Et ça fait 5 ans maintenant que le doublage français est vraiment reconnu et apprécié peut-être à sa juste valeur. Mais voilà, je voulais avoir un peu votre retour, votre ressentiment, votre sentiment par rapport au doublage français. Et je conclurai, dans les 5 dernières minutes, je vous proposerai une petite aparté hommage à Benoît Alman, où vous allez pouvoir jouer un petit peu avec des dialogues de Benoît Alman. Mais d'abord, donnez-moi votre ressenti sur le doublage français. Il y a un truc qui a peut-être évité d'abandonner toute idée de doublage, c'est les jeux vidéo. Parce que
Même si tu passes beaucoup, enfin tu te mets à voir les films en VO, généralement, dans beaucoup de jeux à l'ancienne, tu peux pas changer la langue, sauf si tu changes la langue de la console dans les paramètres. Donc ça permet aussi de faire continuer à vivre le doublage. Et souvent le doublage de jeux vidéo est assez quali aussi, je trouve, puisque tu as beaucoup d'effets de mise en scène. Je pense au doublage de The Last of Us, même si après en le refaisant, je préfère la version anglaise, mais il reste quand même très qualitatif. Attends, Bruno Scholl sur Joel, c'est trop bien. Il y a le doublage français de Metal Gear Solid, premier du nom sur PlayStation, mais c'est vrai que le doublage français, ça a toujours un peu un rapport à la nostalgie. Mais par contre, Rockstar Game a dit non, on n'en fait pas. C'est vrai que oui, il y a toujours eu de la VO chez eux. Voilà. Mais le doublage français de Batman Arkham Asylum, enfin les Batman Arkham, mais au cinéma. C'est vrai que ça reste du coup moi sur mes films d'enfance, quoi. Donc je peux pas regarder un Harry Potter en VO, c'est impossible pour moi. Souvent c'est un rapport avec l'enfance. Les films que tu regardes en VF, ça a très souvent un rapport avec l'enfance parce que tu les as découverts comme ça et t'as pas forcément envie de. Parce que t'as grandi avec ces. Tu le sens direct quand il y a une différence. Moi ça m'est déjà arrivé de regarder des films en version québécoise sans m'en rendre compte et je vois direct la différence et je peux pas regarder le film, c'est pas possible. Je m'appelle Peter Parker et je suis Spider-Man. Shrek en VF, quand j'étais gamin, enfin quand j'avais de 12 à 13 ans, je téléchargeais tout le temps des films et je tombais tout le temps sur les versions québécoises. Kick-Ass, typiquement, c'est un film que j'ai toujours regardé en québécois. Et tu continues à le regarder en québécois du coup. En VO. Après ça fait 6-7 ans que j'ai pas vu le film. T'évoquais Shrek, mais Shrek pareil c'est un film d'enfance, à aucun moment je me le mettrais en VO, tu vois. Enfin, pareil. Alain Chabat sur Shrek, Médondo sur LAN, c'est incontournable pour moi. Alors que aux États-Unis, je sais à quel point Mike Myers est sacré en tant que Shrek. Mais effectivement, t'as noté le nom de Médondo. Il y a Emmanuel Curtil aussi qui est super bankable. Mais est-ce qu'on arrive par exemple à dénicher des nouveaux noms du doublage français ? Oui, alors après, il faut s'y connaître un peu. Ouais. Alors, non, si vous voulez avoir un peu tout ce qui est actu du doublage et connaître des nouveaux noms, bien sûr, il y a la chaîne de Mr. Fox qui est un incontournable sur YouTube. Et du coup, c'est grâce à lui aussi que je me suis intéressé au doublage et que je connais. J'essaye de m'y connaître un peu là-dedans. Alors, oui, il y a des nouveaux noms, mais c'est vrai que. Les noms que nous on connaît, ça va être plus ceux qui ont bercé les années 2000, donc ça va être du Donald Renew, du Alexis Thomasian, du Emmanuel Garigeau, enfin voilà, tous ces noms-là. Après, bien évidemment, avec les grandes voix que peuvent être Richard Darbois, Daniel Beretta qui nous a quittés malheureusement, Patrick Poivret qui nous a quittés malheureusement. Ah oui. Enfin voilà, Médondo qui nous a quittés malheureusement. Non mais c'est vrai qu'il y a toute cette génération-là qui est en train de s'en aller, quoi. Et c'est des voix qui nous sont très 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 chères. Ce qui est très dommageable, c'est quand il y a certaines sorties de films, surtout pour les films d'animation, et que on invite des guest stars pour les doublages. C'est souvent très dommageable. Du Star Talent, tu parles. C'est ça, voilà. C'est ça. C'était quoi ? C'était Griezmann pour Spider-Man pour Superman. Pour Superman. Dans Lego Batman le film, oui, c'est Antoine Griezmann. Malik Bentala pour faire Sonic. Ça l'est toujours. Voilà, après, je sais pas ce que ça donne, ça se trouve il est extrêmement bon là-dedans, mais je trouve que généralement le doublage c'est un métier. Alors Owen te dira que ça passe, je te dis que la plupart des gens font des versions Bentales de Sonic. Ça veut dire sans la voix de Malik Bentala. Donc, non mais je pense à Squeezie quand il avait doublé dans le film de Ratchet et Clank. Alors, même lui-même avait honte du truc. Ouais, après c'est différent, tu vois, quand c'est film d'animation et film live action. Bon, après, bien sûr, les Star Talent, c'est beaucoup plus sur les films d'animation. Mais il y a quand même des très bons Star Talent. Bon, Franck Dubosc, parce que, marin, Nemo, dans Nemo, c'est génial, j'allais y venir, mais j'adore la voix de Dubosc dans Nemo. Après, il est acteur. Donc je pense que ça passe. Quand t'es acteur, tu peux facilement faire du doublage. On pensait aux footballeurs ou à vraiment des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu de l'acting et de l'art, quoi. Pareil, le doublage, bien sûr, faut avant tout. Alors les vieux de la vieille te diront qu'ils sont comédiens de doublage, alors que ceux de la nouvelle génération te diront que doubleur, ça leur va très bien. Par exemple, tous les, j'ai oublié son nom, merde, celui qui double beaucoup de voix dans Dragon Ball. Brigitte Lecordier ? Non, j'ai oublié. Mais tant pis, enfin, ceux qui connaissent un peu le doublage verront de qui je parle. Lui, il assène à tort et à travers que, et pour lui, c'est important de rappeler que ce sont des comédiens avant tout. Il faut évoquer les personnalités qui ont quand même commencé dans le doublage, mais qui sont après ensuite devenues des stars. Et l'exemple le plus que moi je ressortirais de manière comme ça limpide, ce serait Pierre Arditi, qui a commencé dans le doublage et qui après est devenu un grand acteur. Qui est incroyable en Shifu. Dans Kung Fu Panda. Voilà. L'acteur, tu parlais de Patrick Borg. Ça me dit rien, le nom me tilte pas, donc ça doit pas être ça. Végétal, lui. Raoul Delphos. Non, j'ai plus le nom. Mais t'as en tête celui qui fait « Tu as osé toucher à ma Bulma !» Voilà. En hurlant là, à son micro. Incroyable. Éric Legrand, voilà, merci. Du coup, même si je continue de regarder des films en VO,
le doublage, c'est quand même un milieu genre qui me fascine et que presque j'aimerais bien faire un petit peu. Parce qu'on parle là autour d'un micro, moi j'adore ça. Et j'adore le fait de jouer avec ma voix, de faire des trucs, tu vois. Fred, il acquiesce parce qu'il J'ai trop hâte. il sait que j'ai raison, tu vois. Et donc, je vais bifurquer vers la deuxième partie de mon Joker. En hommage à Benoît Alman, je suis allé piocher des dialogues assez reconnus de Benoît Alman, ou en tout cas, quand vous lisez ces dialogues, vous avez la voix de Benoît Alman, et non pas forcément celle de Morgan Freeman ou tout autre acteur qu'on voit à l'écran. Et donc, je vais vous envoyer ces dialogues sur WhatsApp. Ok. Vous les avez là à votre disposition, et vous allez en sélectionner un ou deux, voilà, et vous allez vous dire, allez, je suis Benoît Alman, je vais essayer de prendre l'intonation de Benoît Alman, Ça peut être très gênant et en même temps très drôle. voilà. Et, bah voilà, je vais dire ce dialogue-là à la manière de Benoît Alman, en hommage à ce cher monsieur dont la voix et le timbre si particulier nous est fortement cher. Ah oui, non, mais personne n'arrivera à avoir sa voix. Non, forcément. J'arrive pas à entendre sa voix dans ma tête. Sérieux? Non, tu l'as pas? La vie de ma mère. Oh, merde! Bah, bon bah écoute, tu as des dialogues, tu Tu les tentes comme tu le sens. tu tentes comme tu veux, c'est toi, tu es un acteur de doublage, on te met ce dialogue-là, tu vas Ok. doubler Morgan Freeman ou une chaussette dans Joueur du Grenier, et tu dois dire tu dois délivrer ce dialogue. Qui veut se lancer en premier? J'ai peur. Ah, Julien, Julien, J'ai la voix éclatée par contre. je vais te passer mon micro, mes écouteurs. Je fais Grenier parce que j'adore Jean-Louis la Chaussette. Grenier, j'ai quelque chose à t'avouer. Je ne m'appelle pas vraiment Jean-Louis. En réalité, je suis l'esprit de Noël qui réchauffe les cœurs. Hé hé, et les pieds. En fait, je voulais te montrer qu'on a toujours besoin de ses amis. On peut pas se débrouiller seul dans la vie. Et pour tricoter cette grande histoire qu'est la vie, ben il faut parfois accepter qu'on vous donne un petit coup de main. De rien et joyeux Noël, motherfucker, prenez pas froid aux pieds. J'adore, tu t'y es pleinement pris à l'exercice. Oui. Jérémy, ça va être à ton tour. J'ai aussi repris des pubs, par exemple la pub de Oncle Ben. J'allais la faire si tu veux. Vas-y, fais la pub de Oncle Ben à la manière de Benoît Alman. J'ai ce qu'il te faut. Mes nouvelles recettes Riz Express changent de l'ordinaire. De bons ingrédients, du riz cuit à la vapeur, tu vas voir, c'est délicieux. Mes nouvelles recettes Riz Express, je vous promets que c'est toujours un succès. Bah moi j'aimerais bien faire la première parce que j'aime bien les évader. Vas-y. Vas-y, on s'est lancé, à un moment donné, faut que t'y ailles. Mais on n'a même pas réussi à imiter sa voix. Le but, c'est d'avoir un style qui évoque. Voilà. Je suis excité. Je suis excité que j'ai du mal à rester assis ou à garder une idée en tête. J'arrive pas du tout. Là, j'ai l'impression que Morgan Freeman, il veut me pécho, là. Ouais, de ouf, non, vraiment. Je crois qu'il n'y a qu'un homme libre qui puisse ressentir ça. Un homme libre qui se lance dans un long voyage dont l'issue est incertaine. J'espère que j'arriverai à passer la frontière. J'espère que je verrai mon ami et pourrai lui serrer la main. J'espère que le Pacifique est aussi bleu que dans mes rêves, j'espère. C'est impossible d'imiter sa voix. Comme quoi, c'est un métier. Ah hein. ouais. C'est super dur. En fait, j'arrive En pas. fait, faudrait même pas qu'on essaye d'imiter, faudrait le faire avec un truc. Alors moi je vais essayer de faire Zeus, donc quand Hercule a enfin triomphé de Hadès et qu'il le prend dans ses bras. Ah, un bon travail, mon fils. Tu as gagné. Tu es un vrai héros. Un vrai héros ne se mesure pas à la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur. Et à présent, mon fils, tu peux rentrer à la maison. C'est pas mal, hein. Ouais. Mais en fait, ok, je vois un peu la voix maintenant parce qu'il l'a beaucoup changé dans Hercule. C'est pas du tout la même chose que les évadés. Bon, elle est un peu plus grasse, tu vois. Ok. Il y a un peu plus de. Est-ce que t'as une d'enjaillement. autre citation un peu plus grasse Grave. Alors, Ouais. t'as le. Et moi, je suis Shao Kahn, conquérant de tous les royaumes. Attends. Il prend son épée, il va affronter Raiden, il fait. Et moi, je suis Shao Kahn, conquérant de tous les royaumes Tu le fais bien. et empereur d'outre-monde. Et moi, je suis Shao Kahn, conquérant de tous les royaumes et empereur d'outre-monde. Voilà. Ouais, pas mal. Eh. Est-ce que tu veux tirer essayer, Julien? Je suis Jean-Louis la Chaussette. Joyeux Noël. Et j'ai la voix qui part en Ouais, là, ça va être compliqué. La maladie. C'est où Jean-Louis? Jérém, tu veux essayer un dialogue La guerre des mondes, Lucie, même Ouais. JDG. Bon, je vais essayer la guerre des mondes. Dès le moment où les envahisseurs sont arrivés, ont respiré notre air, mangé et bu, ils étaient condamnés. Ils furent défaits, détruits, après que tous les armes et stratégies des hommes eurent échoué par la plus minuscule créature que Dieu a dans sa sagesse mis sur cette terre. Au prix d'1 milliard de morts, l'homme a gagné son immunité, son droit de survivre parmi les organismes innombrables de cette planète. Et ce droit est le nôtre contre tout agresseur, car les hommes ne vivent ni ne meurent en vain. Si la vie est apparue il y a environ 1 milliard d'années, il faudra attendre 400 000 Dirait pour Stéphane observer Bern. le Bon, j'allais dire Père Fouras, mais... pour observer le prodige qui fut leurs cellules nerveuses. Et c'est alors que la vie telle que nous la connaissons apparaît. Des cerveaux en formation de seulement quelques milligrammes,
Il est impossible à ce stade de déceler quelques signes d'intelligence que ce soit. J'arrive pas, c'est hyper dur de... On dirait David Marseille dans un des sketchs du Palmacho quand il rencontre le diable en soirée, qui leur donne des vœux et qui dit qu'il veut être intelligent, et qui fait le boson de Higgs. Donc voilà, c'était notre forme d'hommage. Je suis frustré, j'arrive pas à imiter sa voix. Après, le but du doublage, c'est pas d'imiter quelqu'un d'autre non plus, hein, c'est d'avoir avec tes intonations, tes trucs comme ça, tu vois, c'est toi, normalement, c'est ta voix, c'est ce que tu crées avec ta voix qui fait que ça te rend unique et qu'on t'appelle. Faut que tu trouves ton grain qui est bien à toi et bien particulier, mais aussi que t'arrives à faire transmettre de bonnes émotions. Moi, je suis impressionné par Donald Renew, parce que Donald Renew, en soi, bon, à part quand il fait Reese dans Malcolm, il change pas forcément sa voix, mais par contre, il joue extrêmement bien les hésitations, la tristesse. Quoi, il le change fait pas très bien. beaucoup sa voix, Donald Renew, il fait Titeuf. C'est vrai qu'il y a Titeuf aussi. Donald Renew dans Fallout 4, très impressionnant. Ouais. Parce que c'est lui qui fait la radio. Mais Je me rends compte qu'il est vraiment partout, c'est-à-dire que son métier, c'est vraiment tous les jours, j'ai l'impression qu'il double quelque chose, quoi. Le mec est jamais sur le... Sache que maintenant, en plus, il est devenu directeur artistique, donc parfois, il dirige des doublages. Putain. Genre, par exemple, je crois qu'il a dirigé il était directeur artistique sur Star Wars 8, si je dis pas de bêtises. En collaboration avec un autre directeur artistique, mais il a commencé la série. oui. Tout le temps, il double sur le périph' le matin par la gauche, paf, il double, à la caisse, paf, il double. Relou, Donald. Hein. Franchement. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire tester ces voix. Ah, un beau travail, mon fils. Tu as gagné. Tu es un vrai héros. Et si tu parles du riz, ça donne quoi? Ah ouais, le riz. Vends-moi du riz. Ok. Je sais ce qu'il te faut. Mes nouvelles recettes de riz express changent de l'ordinaire. Des bons ingrédients, du riz pré-cuit à la vapeur. Non, c'est nul. J'arrête. On dirait le moment où Taris imagine les gaufres là quand il est en Irak. Enfin voilà, paix à Benoît Alban, paix à Roger Carrel, paix à Jean Pia, à tous ces hommes et toutes ces femmes qui nous ont bercés avec leur voix. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des doubleuses, mais ouais, il y en a beaucoup qui sont aussi très iconiques. Merci à vous, fin du Joker. Et je dois le tendre à quelqu'un. Fred, ça fait longtemps, je crois, que j'ai pas eu un... peut-être. Du moment que tu nous prends pas un Joker en deux émissions. Ah, t'as créé un trauma avec ça, je crois. Bon, on avait bien aimé. J'accepte ton Joker. Tu acceptes? Ça me fait bien plaisir, mon ami. Ah oui, ok, je vois le truc. Ça me fait bien plaisir, mon ami. Il y a un truc un peu dans le... Oh. Avec une voix un peu grave comme ça. Une voix un peu grave comme ça, j'accepte ton Joker. J'arrête. On va arrêter l'émission aussi. Ouais, parce que... Défi, la prochaine mission, on la fait que comme ça. Oh, carrément, moi, ça me ferait marrer. Non, je pense que ça serait relou. Non, je pense que ce serait relou, en fait, à force. Mais en attendant, cet épisode, il est bien terminé. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, X et TikTok, et que vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. On vous fait, comme d'hab, des bises. Et on vous souhaite de joyeuses années 2025. Joyeuses années 2025. Salut. Salut mon pote. Je suis Mickey. J'adore imiter Mickey. C'est vraiment génial.